Bienvenue dans Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. On parle de santé mentale, stress et bien-être, avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage qui me correspond plutôt bien. Parce qu'après tout, comprendre son mental c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je vais peut-être commencer par me présenter, je suis Julien Montan, je suis psychologue depuis 10 ans, notamment en service de prévention et de santé au travail. J'ai accompagné pas mal d'équipes et d'individus dans des milieux très variés, associatifs, fonction publique, secteur privé. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai constaté la même chose, notre santé mentale c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres du coup c'est une performance bien rodée, mais en coulisses c'est une autre histoire. Pour ce premier épisode, j'ai souhaité parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui d'ailleurs me concerne pour ce premier épisode de podcast. C'est un phénomène que beaucoup connaissent mais que peu osent avouer. C'est cette sensation de jouer un rôle, d'être sur une scène et de devoir assurer, alors qu'en coulisses, c'est tout autre chose. Bienvenue dans le grand théâtre du mental et au cœur de ce décor aujourd'hui, il y a un invité indésirable qui est le syndrome de l'imposteur. C'est cette petite voix qui murmure que vous n'êtes pas à votre place et que tôt ou tard quelqu'un va s'en rendre compte et quelqu'un va vous démasquer. Surtout au travail, là où la performance et la légitimité sont constamment scrutées. Alors pourquoi nous avons l'impression d'être des imposteurs, même lorsqu'on est compétent? Pourquoi ce sentiment touche-t-il autant de monde, même les personnes très qualifiées? Et surtout, comment faire pour arrêter d'attendre que le rideau tombe sur nous? Dans cet épisode, on va explorer ensemble les coulisses du syndrome de l'imposteur, comprendre d'où il vient, comment il impacte notre quotidien et surtout nous accueillerons Delphine Moitié qui prendra de son temps pour nous expliquer comment elle a pu ressentir ce syndrome de l'imposteur et comment elle a réussi à le gérer au fur et à mesure du temps. Alors installez-vous bien confortablement et surtout souvenez-vous, ici vous aurez toujours votre place. Bienvenue dans Backstage Mental. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire pourquoi j'ai souhaité proposer ce type de format, donc podcast sur la santé mentale. Déjà c'est quelque chose qui me correspond bien parce que c'est un sujet primordial pour moi, la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2025 et c'est l'occasion de pouvoir partager avec un maximum de personnes à travers la France peut-être déjà. Pouvoir vous partager des belles réussites parce qu'en 10 ans d'accompagnement collectif et individuel, il y a eu d'énormes réussites. Ça j'en suis assez fier et les gens que j'ai accompagnés peuvent l'être aussi. Donc voilà pourquoi le format. Et pourquoi ce sujet? Parce que déjà c'est un sujet qui me touche aujourd'hui parce que c'est mon premier exercice de podcast et forcément je me sens illégitime. Et c'est aussi un sujet qui revient constamment lors des consultations, ce sentiment d'illégitimité et donc ce syndrome de l'imposteur. Donc pourquoi on peut ressentir ce syndrome de l'imposteur? Donc c'est quelque chose qui va se manifester par un doute persistant concernant ses propres compétences et une peur injustifiée d'être exposé, comme son nom l'indique, comme un imposteur. Donc quand est-ce que le masque va tomber, quand est-ce qu'ils vont nous démasquer et quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait j'étais pas là au bon endroit et qu'en fait c'est du fake. Donc les personnes concernées attribuent souvent leur réussite à deux facteurs externes tels que la chance ou les circonstances plutôt qu'à leur propre capacité. Si j'ai été retenu sur ce poste de travail, c'est parce que j'ai eu de la chance et qu'il n'y avait pas d'autres candidats par exemple. Donc pourquoi on peut le ressentir? Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition de ce syndrome de l'imposteur. Déjà, comme souvent, on peut observer que la dynamique familiale précoce va avoir un rôle prépondérant aussi dans cette mise en place de syndrome de l'imposteur. Une éducation où les réussites vont être minimisées et où l'excellence est constamment exigée, c'est vrai que ça peut semer les graines du doute de soi dans une famille où on va être souvent comparé à quelqu'un d'autre, souvent dans la fratrie, souvent dans la classe, dans les premiers de la classe, et les autres ils ont eu combien, tu n'as ramené que 18, tu aurais pu faire mieux. C'est vrai que ça peut semer un terreau lié au syndrome de l'imposteur. Les stéréotypes de genre et culturels aussi vont avoir un impact dans les facteurs qui peuvent contribuer à cette apparition.
Les attentes sociétales peuvent amplifier le sentiment de ne pas être à la hauteur, surtout dans des environnements où l'individu est sous-représenté. Je vais prendre mon exemple. Je viens ni d'un milieu défavorisé, ni d'un milieu favorisé. J'ai grandi dans une cité, voilà, somme toute banale. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé la fac, je pense que j'étais l'un des seuls de mon quartier à avoir fait la fac, à avoir été à l'université. C'est vrai qu'à ce moment-là, au début des études, en préparant cet épisode, je me suis dit que j'avais ressenti ce syndrome de l'imposteur en me disant mais s'il y a jamais personne du quartier qui a été pris dans cette faculté, pourquoi moi j'y suis et pourquoi moi je réussirais? Donc c'est vrai qu'il y a eu un doute quand même la première année et ça a pu revenir donc en master où pareil voilà sur une sélection de on est 800 en première année et on passe à 15 en cinquième année, pourquoi je serais dans les 15 et pourquoi pas les autres? Donc c'est vrai que ce doute, il était persistant, ça a pu mettre en doute mes compétences et au final, j'ai été diplômé. Donc même dans un contexte banal, voilà, où on n'a pas mis en place un terreau fertile par rapport à la dynamique familiale précoce, c'était quand même présent parce qu'il y avait un enjeu. L'enjeu de la réussite, l'enjeu de dépasser des limites, l'enjeu d'acquérir des compétences et puis une transition de vie, hein, passer de l'adolescence au monde adulte. Plusieurs facteurs contribuent à ça, donc la dynamique familiale précoce, les stéréotypes de genre et culturels, et puis les personnalités perfectionnistes. Donc les personnes qui visent une perfection inatteignable sont forcément plus susceptibles de se sentir imposteurs lorsqu'elles n'atteignent pas leurs propres standards irréalistes. Si la moyenne est 10 sur 10, et que je me mets à 50 sur 10 et que je me dis « Ah non, j'ai atteint que 30 », forcément, je vais tout le temps être déçu et je vais avoir une estime de soi qui va être dégradée à ce niveau-là. Donc c'est favorisant aussi pour le syndrome de l'imposteur. Si on parle de population, dans les personnes les plus touchées, les profils les plus touchés, ça touche tout le monde. Mais c'est vrai que dans les statistiques, selon les études, certaines populations, ils sont plus vulnérables. Ce phénomène, il a initialement été étudié chez des femmes accomplies qui, malgré leur succès, se sentaient légitimes, donc sur des postes à forte responsabilité. Et donc, dans les statistiques, ça se toucherait un peu plus les femmes que les hommes. Mais peut-être qu'elles sont plus à l'aise avec le fait de pouvoir évoquer leurs difficultés. Donc ensuite, on a les minorités. Les individus ici de groupes sous-représentés peuvent ressentir une pression supplémentaire pour prouver leur valeur, qui va exacerber ainsi le syndrome de l'imposteur. Par exemple, si je reprends mon cas, je pense qu'on était 1 ou 2 garçons sur 15 dans ma promo. Donc j'étais en minorité de genre. Et effectivement, je me suis posé la question, le stéréotype de la psychologue, c'est effectivement une femme. C'est souvent ce qu'on voit à la télé et dans les médias. Du coup, ce syndrome a pu me toucher à cause de ça. Les professionnels en transition, donc ça, dans les consultations, j'ai eu pas mal de situations dans ce cadre-là. Ceux qui accèdent à de nouvelles responsabilités ou qui changent de carrière peuvent douter de leur légitimité dans leur nouveau rôle. Une infirmière qui veut passer à pompier ou poissonnière par exemple va pouvoir ressentir, et inversement un homme qui est boulanger et qui passe d'infirmier va pouvoir ressentir cette illégitimité à cette prise de fonction. Donc ça a des conséquences au travail, forcément. Dans le milieu professionnel, le syndrome de l'imposteur va avoir des répercussions. Par exemple, le surmenage, pour compenser leur sentiment d'illégitimité, certaines personnes travaillent excessivement, ce qui peut mener à l'épuisement professionnel. On peut aussi engendrer la procrastination. La peur de l'échec ou d'être démasqué peut conduire à repousser les tâches importantes de jour en jour. Et enfin, l'évitement des opportunités par crainte de ne pas être à la hauteur. Certains refusent des promotions ou des projets ambitieux. Enfin, si on part sur des chiffres, avant de passer au témoignage, selon certaines études, environ 70% des individus éprouveraient ce syndrome de l'imposteur à un moment de leur vie. Donc c'est des chiffres qui peuvent varier, mais ils illustrent la prévalence quand même de ce phénomène dans toutes les populations confondues. Donc voilà, c'est la fin de ce passage un peu plus théorique sur ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, comment il se manifeste et pourquoi. Ce qui va nous intéresser maintenant, et c'est ce que je préfère dans ce type de format podcast, c'est la partie interview qui va illustrer tout ça et qui va nous permettre de rebondir sur des clés de succès. Donc c'est parti pour la partie témoignage. Déjà, tu voudrais te présenter. Donc, je m'appelle Delphine Moitié, j'ai 41 ans. Voilà, j'habite à Cherbourg et je travaille depuis 11 ans à l'association Fil de l'eau.
Oh. Donc, en tant que directrice de l'asso, voilà, j'ai commencé fin 2013, début 14, disons. Et ceux qui connaissent pas Au fil de l'eau, c'est une asso d'insertion où on porte un chantier d'insertion depuis bientôt 20 ans qui s'appelle la cartonnerie. On accueille du public en insertion, enfin voilà, des demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi et puis on leur propose un poste comme aide décorateur à la cartonnerie. Travailler sur des décors de scène, du mobilier, voilà, des constructions en tout genre avec des clients qui viennent vers nous, des entreprises, des assos, des particuliers, etc. Donc c'est vachement intéressant parce que c'est de l'art, c'est de la construction et puis aussi c'est la reconstruction aussi pour eux. Donc voilà, c'est un bel atelier où il se passe plein de belles choses au niveau humain puis au niveau technique. Et sinon, Au fil de l'eau, c'est aussi depuis plus de 30 ans la santé mentale, donc des interventions sur des sites voilà, sociaux, sur des collectivités, etc. Donc avec différents partenaires, on a une équipe de psy et de thérapeutes qui travaillent avec nous pour accompagner des personnes de manière individuelle autour de leur santé psychologique. Pareil, c'est hyper intéressant et on suit environ 400 à 500 personnes par an, donc c'est quand même une grosse activité aussi. C'est énorme. Ouais. Donc c'est plus discret parce qu'évidemment communiquer là-dessus c'est moins évident que le carton avec les expos, etc. C'est plus visible, mais les lieux d'écoute, voilà, c'est une activité plus discrète, mais qui est bien là. Et malheureusement, il y a encore énormément besoin. Donc voilà, je travaille dans ce milieu-là. Et puis, on fait aussi des projets dans les quartiers avec d'autres partenaires, la Maison pour tous, Astro Service. Donc, il y a une activité aussi un peu animation sociale qui est hyper intéressante et pour moi qui me nourrit. Donc, il y a un peu ces trois pôles-là, la cartonnerie, l'insertion, la santé mentale et puis les projets dans les quartiers. Et t'as toujours exercé des postes de direction ou avec des responsabilités comme ça? Bah non, ce poste-là, c'était la première fois. Donc, Ah oui. avant, j'étais animatrice dans les colos et une maison des jeunes, et pour la Manche Libre comme correspondante, à l'INFREP comme formatrice ou encore chargée de com dans un studio d'enregistrement. D'ailleurs, c'était le poste que j'avais juste avant celui de Fil de l'eau. Donc, c'est ce poste-là que j'occupe. Voilà, j'ai jamais eu de poste comme ça, mais bon, c'était un cap quand j'avais 29 ans. J'ai passé les entretiens, puis voilà, j'ai été retenue, mais c'est vrai que c'était pour moi un sacré cap. Est-ce que du coup, c'est un moment où tu as pu ressentir ce syndrome de l'imposteur, ce changement justement sur un poste de responsabilité où tu diriges du coup cette association? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à cette époque, quand j'ai été demandeuse d'emploi, c'est une amie qui a vu l'offre et qui m'a dit: si, Delphine, t'as tout ce qu'il faut. On avait fait nos études ensemble, on avait toutes les deux un master 2 management des organisations sociales. Cette amie-là m'a dit: postule, t'as tout ce qu'il faut, ça va être intéressant, etc. Moi, je lui disais: ça me dit rien d'être directrice, c'est du stress, bon. Et puis, je postule quand même parce que c'est vrai que fallait bien que je retrouve du travail. Et puis l'asso était belle, je la connaissais de réputation, ça m'a quand même donné envie. Mais bon, oui, j'en ai pas l'âge, donc j'ai passé les entretiens. Il y a eu plusieurs sélections, donc voilà, j'ai franchi les étapes et puis elles m'ont retenue. Donc c'est vrai que bon, la première année. Oui, on parle du syndrome de l'imposteur. Oui, je pense que je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai dû ressentir ça parce que il y a eu beaucoup de candidats, y compris des gens localement qui avaient postulé. Donc, en plus, je venais du milieu de la musique et de la culture, donc c'est vrai qu'il fallait que je me refasse ma place un petit peu dans l'insertion aussi. Donc, la première année, j'étais assez stressée. Puis il y avait eu des difficultés financières antérieures, donc il fallait aussi redresser la situation. Donc, quand j'y repense, je me dis, c'était un sacré défi. Bon, il y a eu des heures parfois sombres, mais on a réussi à s'en sortir et on a bien avancé. J'ai mis toute mon énergie dedans, développer la com, développer du partenariat, des réseaux. Enfin voilà, et puis les gens ont suivi. Donc, il y a un beau mouvement aussi dans cet asso. C'est un projet humain qui donne envie aussi, je pense, d'être avec. Voilà. Donc, mais c'est vrai que oui, si pendant un an, je pense que j'ai senti ce symptôme-là. Ouais. Et du coup, sur cette première année, comment tu penses que ça s'est manifesté chez toi? Tu m'as dit du stress déjà? Du stress, oui. Même physiquement, j'ai fait une péricardite, donc j'ai eu un traitement pendant un mois parce que j'en ai fait une grippe du cœur. Donc j'avais jamais fait ça, mais c'était dû au stress. Donc j'ai eu un traitement pour ça. Enfin, c'est dingue quand j'y repense. Donc ça, c'était le premier mois. Et du coup, on sait qu'il y a un tiers des pathologies cardiaques quand même qui sont corrélées au stress à forte exposition. Donc c'est possible que ça soit corrélé. Je pense que oui. Ouais. Parce qu'en fait, au début, j'étais en stage pendant 3 mois et dès que j'ai signé mon contrat, j'ai fait cette péricardite-là. D'accord. Donc, après, ça s'est réglé et puis je vais très bien. Mais oui, j'étais vraiment mis une pression de dingue. Ouais. Donc, c'était des nouvelles responsabilités. C'est un autre secteur d'activité que tu connaissais pas forcément encore pleinement. Et comment tu as essayé de faire pour lutter du coup contre ces symptômes dans ce cadre de ce symptôme de l'imposteur? Après, j'avais quand même une expérience à l'INFREP et puis à Face-Cotentin. Donc, j'avais eu des expériences dans le social un peu auparavant, disons. Donc, quand même, je connaissais, mais c'est le fait de passer de chargé de mission à la direction. Et ça veut dire du management, ça veut dire de la diplomatie, accompagner les gens, échanger, recevoir aussi les inquiétudes, etc., piloter, coordonner. Donc j'ai appris aussi grâce à mes collègues, parce que c'est vrai qu'ils m'ont super bien accueilli, malgré que j'étais plus jeune qu'eux, mais
Je pense que ça s'est bien passé parce que j'ai des collègues intelligents qui m'ont bien accompagnée Mm. aussi. Je suis arrivée, je pense, de manière aussi humble et pas attention, j'arrive, je suis la chef, faites ce que je vous dis. Quand on arrive sur un poste, je pense que c'est les collègues aussi qui nous forment et puis on apprend en faisant. Ben voilà, les dossiers de subvention, j'ai appris aussi au fur et à mesure. Enfin, j'en avais déjà fait, mais on a une trentaine de sources de financement différentes, donc forcément, j'ai eu à apprendre pas mal de choses. Donc c'est vrai que j'ai des collègues chouettes et qui m'ont bien accompagnée, et puis ça s'est fait assez naturellement. Des fois, je me dis le terme direction est un peu, enfin, j'aime pas tellement ce mot-là. Je préfère la coordination ou- enfin voilà, je trouve que ouais, coordonner, ça me correspond mieux comme terme. J'ai mis un Coordinatrice. temps, je crois que j'ai mis aussi un an à mettre ma signature en bas de mail de directrice. Ah, Avant, souvent que je me présente, je dis je travaille au fil de l'eau. Et je trouve que c'est suffisant. Enfin, des fois, on veut se mettre une étiquette. Après, quand je suis à une réunion, je représente l'assaut au fil de l'eau et je trouve que la mm. présentation comme ça suffit. Et c'est quoi, tu penses? C'est parce que c'est l'image que tu te fais du poste de directrice? Parce que c'est vrai que tu as dit, ben, ça te correspond pas forcément de par le stéréotype de direction en Hmm. disant j'impose les trucs, je cause pas aux autres, alors que toi, c'est pas du tout ça, Non, parce t'es que dans le j'ai eu des mauvais relationnel. exemples. J'ai eu des mauvais chefs dans le passé. Pas tous, mais voilà, certains. Peut-être des petits traumas aussi ouais, de mauvais management, etc., de manque de valeur et d'humanité. Donc c'est vrai que ce terme-là, du coup, ça m'a envoyé vraiment des mauvais souvenirs. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas postuler à ce poste, que je voulais pas ressembler, peut-être risquer de ressembler Mm. aux personnes qui m'avaient, je trouve, qui nous avaient mal managés sur d'autres postes, quoi. Tu veux dire que t'avais peur de changer un peu en devenant Bah directrice? non, je sais pas, mais c'est cette étiquette, ouais, je Mm. voulais pas de cette étiquette-là. En même temps, le projet de l'association m'intéressait bien, donc voilà. Après, j'ai essayé de voir plus loin, et puis j'ai bien eu raison parce que des fois, je me dis qu'est-ce que j'ai bien fait de postuler là parce que je suis heureuse aujourd'hui au Mm. boulot. J'ai passé ce matin ma visite médicale, ils m'ont demandé de mettre une note 10, sur 10, j'ai mis 10 évidemment parce que je me sens bien. Ok. Est-ce que tu penses que du coup, quand tu as pris ce poste-là, quand même, ça a pu influencer ton travail ou ta façon d'interagir avec les autres au début, avec des responsabilités? Justement, toi, t'essayais de pas coller aux étiquettes qui, par le passé, t'ont pas plu. Est-ce qu'on colle quand même à des codes pour un petit peu correspondre à la fiche de poste, quitte après à se faire la main et évoluer, mais Bah, au niveau technique, on va dire administratif, etc., évidemment, sur la fiche de poste, j'ai des tâches, ça, voilà, de toute façon, des tâches obligatoires. Je suis là pour trouver, voilà, des subventions, des conventions, donc ça, voilà. Mais après, je pense quand même que je me suis un peu créé mon poste un peu, pas idéal, mais enfin, je dis souvent, on se fait aussi le poste qu'on a envie d'avoir, parce qu'il y a ce qui est écrit hmm, sur la fiche, évidemment, on a des tâches à faire, mais la manière dont on le fait, j'aime le fait de pouvoir être. Bah, c'est pour ça que j'aime bien le milieu associatif, parce qu'on peut être créatif et puis travailler de la manière dont on a envie. Tu vois, des fois avec l'équipe, ça nous est arrivé de faire des réunions dehors. On voit pas souvent ça, mais bon, s'il fait beau, on va à la rigueur être plus détendu de faire une réunion dehors hmm. si le sujet le permet. Bah, l'assaut permet cette, comment dire, cette fluidité, cette marge de manœuvre Hmm. aussi. Et passer derrière ton prédécesseur, du coup, est-ce qu'au début, ça peut être ça aussi, quand on reprend la suite de quelqu'un, ça peut nous faire douter sur est-ce que je suis à la bonne place ou pas, parce que s'ils attendaient le même personnage, bah, je suis pas la même personne et du coup, je collerai jamais à leurs attentes. Et Euh, ça peut hmm. déstabiliser un peu au Oui. début des prises de poste. Oui, surtout que je suis passée après quelqu'un bah, qui est connu à Cherbourg, qui avait eu un poste aussi à la mairie, donc voilà, avec une aura, un statut, quelqu'un de très respecté, etc. Donc c'est vrai que passer après quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Après, on s'entend très bien tous les deux, il m'a soutenu, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis après, le CA m'a souvent dit, bah, t'inquiète pas, on voulait aussi quelqu'un de plus jeune, d'une autre génération, bah, pour faire aussi d'autres choses, bah, par exemple animer les réseaux sociaux, des trucs comme ça. C'est vrai que on fait pas les mêmes choses Hmm. selon la génération, peut-être des fois à laquelle on appartient, mais puis voilà, on s'est soutenus. Des fois, j'allais chez lui le soir pour discuter de choses et d'autres. Il a été vraiment d'un bon soutien. Donc, j'ai eu aussi cette chance-là, vraiment, en tant que ce soit l'équipe, le CA ou l'ancien directeur, j'ai été soutenue. Personne m'a mis de bâton dans les roues. Oui, je pense des fois peut-être des gens m'attendaient au tournant le fait de venir un peu. La musique, d'être jeune, d'être une femme, voilà. Dans l'insertion, quand on va en réunion, c'est vrai qu'il y a souvent aussi moins de femmes directrices, donc Hmm. c'est aussi des fois des milieux d'hommes, donc voilà, faut aussi savoir être présente et parler autant, et voilà, et puis ça s'est bien passé aussi, on a un bon clan dans l'insertion à Cherbourg et on fait des choses ensemble et ça se passe très bien. Donc petit à petit, je me suis fait ma place étape par étape au fil de l'eau, j'ai envie de dire.
Ok. Est-ce que tu penses avoir mis en place des stratégies consciemment ou malgré toi à ce moment-là? Il y en a, ils vont justement pour essayer de réduire l'écart de perception entre le fait d'être imposteur et le poste. Ils vont se surinvestir, ils vont passer plus d'heures. Alors il y a aussi les apprentissages qui vont nécessiter plus de temps peut-être au début que maintenant. Mais est-ce que tu penses que tu as mis en place certaines stratégies? Il y en a, ils vont aller, il y en a, ils vont être dans la procrastination, dans l'évitement. Il y en a, ils vont aller au front, ils vont aller au contact régulièrement justement pour engranger pas mal de savoir et de connaissances. Est-ce que toi, tu penses que tu avais mis en place ces types de stratégies? Bah, déjà de base, j'avais signé à 24 heures, et puis je faisais quand même 35 heures, enfin voilà. Bon, c'était à 24 heures, parce que c'est vrai que dans les assos, parfois, enfin voilà, on peut pas payer un temps plein, donc c'était 24 heures, je comprenais la démarche, et puis moi je me suis investie à fond. Ouais, parce que j'étais hyper motivée, puis j'avais envie de réussir, c'était un défi pour moi. Et puis, ouais, je sais pas, mais ma méthode, moi je pense, c'est ben, l'échange, la communication, de pas m'isoler non plus dans mon truc. Ma chance aussi, c'est d'avoir un bureau partagé, donc en fait, j'ai jamais été non plus seule avec ma collègue Sophie, qui est assistante de gestion. Le binôme a tout de suite marché, donc je me suis jamais sentie seule, j'ai toujours été bien soutenue. Bah, j'ai eu de la chance aussi de bien tomber au bon endroit, avec des gens sains et intelligents, donc je pense que ça fait tout, parce que si on a ce syndrome de l'imposteur, en plus le milieu est pas forcément favorable ou sain, évidemment. Et du coup, t'attribues tout aux autres depuis tout à l'heure, mais rien à toi. Bah si, après je te dis, j'ai mis de l'énergie et Ouais. je me suis mise dedans, mais c'est vrai que le milieu pour moi était déjà voilà, Et accueillant, favorisant, et ouais, pour les voilà, et après soutenants. j'ai pu me déployer. Je sais qu'en 11 ans j'ai pu développer oui, des choses que j'aurais jamais fait avant. Comme j'étais à l'aise, j'ai pu avoir aussi un booster pour proposer des trucs, et puis ça, l'associatif permet ça, c'est génial. Ça, je trouve ça, il y a un côté magique comme ça, de pouvoir faire plein de trucs entre assos. Est-ce que il y a eu un déclic à un moment qui t'a aidé à voir les choses autrement, ou c'est vraiment au fil de l'eau, du coup, t'as vu que t'étais à la bonne place et qu'ils avaient fait le bon choix en fait? Est-ce que c'est facile de se dire déjà, bon ils ont bien fait de me recruter, ils ont fait le bon choix, hein. C'était moi qu'il fallait prendre. Est-ce que déjà on Bah, arrive à se dire ça tout court? Je ouais, il sais y a eu pas. plusieurs étapes, mais déjà quand j'ai passé les 1 an, je me suis dit bon, ça y est, j'ai vu quand même pas mal de choses. Une fois qu'on a fait une année sur un poste, bon, on a fait les AG, etc., les bilans pour l'État. Et aussi, bah, nous, l'histoire particulière, c'est qu'on avait un redressement judiciaire. Et quand en 2019, on a pu aussi fêter la fin du redressement judiciaire, bon, bah, ça, c'est vrai que là, je me suis dit, bon, t'as réussi, quoi, parce que c'était vraiment le défi. Ça faisait quelques années que j'étais là. Une fois qu'on a réussi ça, sachant que 9 entreprises sur 10 ne s'en sortent pas, en cas de RJ. Donc, c'était quand même, voilà, c'était un bel C'est un exploit, bon entre résultat, guillemets, ouais. ouais. Mais grâce aussi aux financeurs et partenaires qu'on soutenu, parce qu'ils auraient pu aussi arrêter. Mais du coup, une fois que j'ai passé 2019, bon, là j'ai commencé à me détendre. Puis bon, après il y a eu le Covid, etc. Enfin bref, il y a eu d'autres défis à relever. Mais oui, dans une carrière comme ça, je pense qu'il y a des étapes aussi où on se dit, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, ouais, quand même, Ouais, je c'est pense que c'est chouette. important de faire cette prise de recul quand même, de se dire, moi j'ai quand même accompli tout ça, quoi. Enfin, Mm, j'ai participé à tout ça. mm. Et ça, souvent les gens, ils ont du mal à... Ils se disent que c'est normal, c'est leur travail, ils sont payés pour, mais je pense que c'est important, ouais. Bah, en fait, puis chaque année, c'est vrai que je prépare aussi la présentation de l'Assemblée générale aux adhérents et aux financeurs. Donc c'est vrai, quand on fait le diapo avec les collègues de tout ce qu'on a fait sur une année, je me dis, ah ouais, quand même. Parce qu'il y a des choses que j'oublie. Et c'est vrai, quand on voit toutes les photos des expos, ou des départs en stage des salariés, ou des victoires, ou plein de trucs comme ça, ou l'obtention des permis. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, on fait beaucoup de trucs. Mais quand on est dans l'action, on se rend pas compte, et quand on fait une pause comme ça, l'AG, c'est bien, ça permet de faire un point. Ça, c'est le top, hein. Le travail, c'est pas qu'un travail, c'est aussi fait pour avancer, évoluer. Donc ça, au moins, c'est sûr que le Ça, fil tu de l'as l'eau fait. m'aura permis ça. Dans les dernières questions, j'avais noté, est-ce que t'as, toi, déjà observé ce syndrome de l'imposteur dans des connaissances que t'as autour de toi, des amis, la famille? Bah oui, je pense qu'il y en a pas mal. Je constate quand même, j'ai l'impression moins chez les hommes, mais peut-être qu'ils le disent moins, ils sont peut-être plus en confiance quand ils échangent, mais quand même chez certaines femmes, elles sont souvent en train de se rabaisser, dire oh je suis nulle, de toute façon ça je sais pas le faire. Et enfin c'est un constat vraiment ces derniers mois, je trouve que c'est souvent des nanas Mm. qui s'auto un peu sabotent et se sous-estiment comme ça. Et je leur dis mais les mots que tu utilises pour te qualifier, c'est pas bon parce qu'après ça Ton reste en tête quoi cerveau? de te qualifier comme ça, de dire je suis nulle. Donc c'est vrai que j'aime bien essayer de booster les gens un peu pour qu'ils croient en eux, ou démarrer une activité artistique ou des trucs comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient, qui ont des rêves Mm. mais qui n'y vont pas. Et c'est vrai que bah moi je me dis souvent j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire. Des fois on se trompe, on n'est pas bon dans tout, mais au Mm. moins expérimenter des trucs quoi, parce que la vie on sait pas, ça peut s'arrêter demain ou dans un mois. Non mais voilà, donc si c'est un fort d'optimisme, c'est voilà de pas attendre de se dire ah, bah, je vais faire ça dans un an. Bon, d'essayer de se mettre des petits défis comme ça, de trucs à faire, parce que bah, le temps passe, ouais. Mm. Dans la quarantaine, on se dit bah je suis un peu au milieu là, à une étape un peu la terre du milieu. Que des fois j'essaye aussi de booster bah, mes proches pour y aller quoi.
Mais oui, c'est vrai, t'as raison, c'est souvent les femmes qu'on va observer sur ce type de contraintes sur le syndrome de l'imposteur, mais bah, je partage avec toi, elles sont peut-être aussi plus honnêtes dans la verbalisation de leurs ressentis, de leurs émotions. Donc, ben, grand bien leur face, elles gardent pas ça pour elles et peut-être qu'elles peuvent se faire soutenir et être aidées. Dernière question, est-ce que t'as un conseil pour les gens qui ressentent ce syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Ouais, Un ou des, hein. ouais, un conseil, bah, Qu'est-ce que tu leur dirais? ce que je leur dirais, c'est que petit à petit, le temps fait que les choses se construisent, et puis de pas hésiter aussi à avoir des sources de plaisir, de joie, et puis de fun aussi, de voir des gens aussi qui sont positifs, qui font du bien, parce que c'est vrai qu'attention aux personnes négatives, qui râlent, etc., que c'est répétitif. Moi, je suis assez sensible aux énergies comme ça, et au bout d'un moment, je dis souvent, voilà, je veux côtoyer des gens positifs qui me font du bien, qui me font rire, qui vont de l'avant. Et puis voilà, c'est un peu un virus général qu'on devrait tous se contaminer avec et puis avancer. Mais évidemment, il y a des périodes plus inconfortables que d'autres. Je pense qu'avec le temps, le travail, l'énergie et puis un peu d'humour, finalement, les choses sont jamais non plus très très graves. Et quand on regarde encore une fois dans le rétroviseur, j'aime bien cette image-là, ben on se dit, ben voilà, j'avance avec le boulot, on y va. Bah, merci Delphine. Ben, merci beaucoup. Donc encore une fois, merci à Delphine Moitié pour sa participation à ce premier épisode de podcast Backstage Mental. On peut rebondir sur certains éléments et certains conseils qu'elle vous a donnés, parce que c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est une illusion tenace, mais qui peut être déconstruite. Donc pour récapituler, Delphine a vous conseillé de rester bien entouré, de rester ouvert, de toujours aller vers les autres, de prendre des conseils, voilà, des pairs qui vous entourent, de ne pas rester enfermé sur soi-même. Et puis le temps aide aussi à pouvoir gagner en expérience, donc forcément il y aura des parties d'apprentissage, des parties d'investissement à avoir, mais à la fin un retour sur expérience qui vous permet de, je reprends son expression, regarder dans le rétroviseur et pouvoir prendre du recul du coup sur tout le parcours que vous avez effectué pour vous féliciter. Donc on a vu que notre mental fonctionne un peu comme une scène de théâtre, il y a ce qu'on montre et tout ce qui se joue en arrière-plan, le stress, les émotions refoulées, les pensées automatiques, tout ça va influencer notre bien-être au quotidien. Dernier conseil de Delphine, s'entourer de personnes positives. Donc moi aussi je peux que vous conseiller la même chose que Delphine et de vous entourer de relations saines et équilibré. Pour clôturer ces épisodes de podcast, je souhaite vous proposer à chaque fois des petits exercices que vous pourriez mettre en place et en pratique entre deux épisodes de podcast. Donc laissez-vous du temps aussi de pouvoir intégrer ces éléments dans vos routines quotidiennes, mais je vous propose de les tester d'ici le prochain épisode. Premièrement, par rapport à ce sujet-là, je vous propose un exercice qui s'appelle la liste des faits. Je vais vous demander de noter 3 situations où vous avez réussi quelque chose, de professionnel ou non, même et surtout si vous pensiez que ce n'était pas mérité ou que c'était attribué à un facteur externe tel que la chance. Je vous demande de faire une deuxième colonne à côté et vous allez pouvoir regarder les preuves concrètes de cette compétence, du fait que c'était bien grâce à vous en partie ou totalement que vous avez réussi cette chose. D'un côté, première colonne, ce que vous pensez qui n'était pas mérité, ce que vous avez réussi, et de l'autre côté, vous me listez les faits qui vous permettent de rendre concrètes ces preuves de votre compétence. Et je veux que vous puissiez avoir des faits concrets. Pas juste des pensées, pas juste des émotions, mais des faits. J'ai été pris à ce poste parce que j'avais le diplôme. J'ai été pris à ce poste parce que j'avais candidaté. J'ai été pris à ce poste parce que j'ai passé l'entretien. Ça, c'est des faits concrets. Deuxième exercice, changer de perspective de théâtre. Vous allez pouvoir l'utiliser dans plusieurs épisodes des podcasts à venir, mais vous allez imaginer qu'un ami proche ressente ce que vous ressentez aujourd'hui, peut-être le syndrome de l'imposteur. Et tout comme je l'ai demandé à Delphine, qu'est-ce que vous conseilleriez à cet ami? Qu'est-ce que vous lui diriez? Et je vous demande de lister, voilà, sous forme de points, les éléments, les arguments que vous utiliseriez pour votre ami pour le convaincre que c'est bien grâce à lui qu'il réussit. Question que vous pouvez vous demander à la fin, mais pourquoi ne pas l'appliquer à vous-même? Puisque si vous avez ces bons conseils pour les autres, je vous propose de prendre du recul, de faire le point grâce à la liste des faits et de l'appliquer à vous-même. Enfin, dernier exercice que j'appelle le journal des coulisses. C'est un exercice que je vais vous demander et qu'on va pouvoir agrémenter au fur et à mesure des épisodes. Mais c'est tenir un petit calepin. Vous allez pouvoir noter déjà dans un premier temps chaque soir une situation positive de votre journée.
qu'elle soit bénigne ou que ça soit un grand événement dans votre journée. Aujourd'hui, il a fait soleil. Aujourd'hui, vous avez fait du sport. Aujourd'hui, vous avez mangé équilibré. Aujourd'hui, vous avez fait plaisir. Vous avez fait un repas plaisir, même s'il n'était pas équilibré. Vous notez les éléments de la journée où vous avez ressenti du positif. Et ça, je vais vous demander de le faire chaque soir en vous posant tranquillement. C'est un peu un exercice qu'on pourrait appeler les pépites du jour, mais pour ce format de podcast, on va appeler ça le journal des coulisses et vous allez pouvoir me faire une entrée quotidienne que vous pourrez reprendre lorsqu'il y a un petit coup de mou en voyant toutes les belles réussites et tout ce qui s'est bien passé jour après jour. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Backstage Mental. J'espère que ce témoignage vous a permis de voir que vous n'êtes pas seul à ressentir le syndrome de l'imposteur et les doutes qu'il génère. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut croire en vous. Ne pas laisser cette voix intérieure vous faire douter et surtout vous appuyer sur vos réussites. Vous avez énormément de réussites, mais pour ça, il faut regarder dans le rétroviseur et se poser, prendre le temps de les voir. Les faits, c'est ce qu'il y aura de plus important. N'oubliez pas de vous offrir de la compassion parce que vous le méritez bien. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et surtout, rappelez-vous, vous avez une place bien méritée sur cette scène qu'est Backstage Mental. Vous avez des questions ou des thèmes à aborder, n'hésitez pas à envoyer un mail à backstagemental@gmail.com. Et moi je vous dis merci d'avoir écouté ce premier épisode et j'espère vous dire à bientôt dans les coulisses de la santé mentale.